Ebola Chrono Plus avec Bar Mohamed. Bienvenue et très heureux de vous retrouver à l'écoute de votre émission de santé Ebola Chrono Plus. Au sommaire de cette édition, un cas suspect d'Ebola confirmé à Massanta. Le malade a été admis au CTE de Zérékoré, mais son admission a suscité des réticences au sein de la communauté. Les détails, c'est dans un instant. La journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril en Guinée, cette journée intervient au moment où les populations se plaignent de leur prise en charge dans les structures de santé. L'invité du jour est le professeur Hassan Ba, il est le président de l'Ordre national des médecins. Avec lui, nous allons parler de l'éthique et de la déontologie médicale. Bonjour à tous. La préfecture de Massanta a enregistré ce mercredi un nouveau cas d'Ebola. Il s'agit d'un des contacts du dernier décès communautaire dont le résultat du test se sont révélés positifs. Le malade a été admis au centre de traitement Ebola de Zérékoré, mais son admission a suscité des réticences au sein de la communauté. Le docteur Mamadou Diallo est le directeur préfectoral de la santé de Massanta. Ce matin, avec le transfert du cas confirmé là vers Zérékoré, la population n'était pas du tout d'accord parce que pratiquement c'est un vieux, c'était le chef du village et qui avait beaucoup de relations et qui est d'ailleurs le fondateur de son petit campement là. Alors les gens ne voulaient pas du tout qu'il soit transféré. Mais dès qu'on trouve un cas positif, on ne demande plus l'avis de la population. Mais pour sauver cette population, nous on a préféré d'abord transférer le cas. Et maintenant, nous sommes là pour faire la sensibilisation, l'information, pour que les gens comprennent. Ce matin, avant de retourner dans ce village, on a trouvé un village vide. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre et on ne sait pas où ils sont partis. Plusieurs centaines de survivants d'Ebola en Sierra Leone ont manifesté à Freetown, réclamant au gouvernement qu'il tienne ses promesses de gratuité des frais de santé et de bourses scolaires pour les enfants orphelins d'Ebola. Une plus petite manifestation regroupant une centaine de participants s'est tenue à Makeni, la troisième ville du pays. Nous sommes le 7 avril et chaque 7 avril, l'humanité célèbre la journée mondiale de la santé. En Guinée, cette journée intervient au moment où les populations guinéennes ne bénéficient toujours pas des conditions de vie nécessaires au maintien d'une bonne santé. Dans la rue de Conakry, des citoyens se sont exprimés sur cette journée qui passe inaperçue. Suivez ce micro-trottoir réalisé par Mohamed Koma. Ce qui nous inquiète de plus encore dans tout ça, la formation des agents de la santé. C'est les agents de santé qui doivent faire un bon diagnostic pour pouvoir contrer la maladie des malades. Quand ils vont à l'hôpital, ils sont préoccupés d'abord de l'argent, mais pas à la diagnostic des malades, comme ça se doit. Et l'État oublie ses côtés et c'est très important. La santé d'abord, c'est l'hygiène. Avec l'assainissement de la ville, il y a trop de maladies. Les médecins ne sont pas bien traités. Quand tu viens dans les hôpitaux, les malades ne sont pas bien entretenus. Tout récemment, ma tante est tombée malade. On est resté à l'hôpital là-bas, à l'urgence, pendant 3-4 heures du temps, des nuits tardives. Les médecins ne réclament que de l'argent. Si ton état est un peu critique, ils réclament de l'argent d'abord. Après, ils vont venir au secours. Il faut que la direction de l'hygiène soit renforcée. La Guinée, c'est un bas peuple. On n'a pas de moyens. Comment toi, tu pourras faire tes soins? Donc, dans les bas quartiers, pourquoi ça crie? Parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de prise en charge. Mohamed Koma, Ebola Chrono Plus, Conakry. Asma Diallo, Ebola Chrono Plus, Kindia. Sidibé Kondé, Ebola Chrono Plus, Boki. Korkaba, Ebola Chrono Plus, Labi. Alexis Collier, Ebola Chrono Plus, Gekebi. Suivez toute l'actualité dans votre bulletin d'information. L'OMS consacre au diabète la journée mondiale de la santé célébrée ce 7 avril car l'épidémie progresse rapidement dans de nombreux pays. L'objectif de cette journée est de sensibiliser les pouvoirs publics, les autorités sanitaires et le grand public à la progression de cette maladie et aux mesures à prendre pour l'enrayer. En 2014, le taux de la population atteinte variait entre 3 et 5%. Notre reporter Asma Diallo a rencontré Mme Sal Aïssatou Diallo. Elle a été déclarée diabétique en mars 2009. Quand ils m'ont dit que j'avais le diabète, là j'étais découragée.
complètement découragée. Ça, je n'avais pas le moral. Ça, c'est vrai, il faut qu'on se dise là. Depuis ce jour-là, sa vie a changé. C'est un choc quand on te dit que tu as une telle maladie, qu'il n'y a pas de médicaments, ça ne guérit pas, tu vois ce que ça fait. Tu es obligé de vivre avec. Tout le monde doit venir à l'hôpital contrôler le diabète pour pouvoir éviter ce que nous sommes en train de faire. Parce que je te dis que c'est infernal. L'une des premières conséquences de son diabète, c'est qu'elle a dû se soumettre à un régime alimentaire spécial pour éviter que la maladie ne s'aggrave. Si on te dit, toi qui manges le riz chaque jour, là, on te dit, il ne faut plus manger le riz. Donc il faut faire le régime là. Nous n'avons pas le droit de manger des bananes. Au départ, d'abord, quand tu viens, on te dit que de ne pas manger la viande, sauf le poulet. Les oranges, les fruits et autres, là, tu n'as pas le droit de prendre. Nous n'avons pas le droit de prendre ces aliments-là, là où il y a la potassium. C'est infernal. À cause du diabète, Aïssatou Diallo souffre aujourd'hui d'une insuffisance rénale. Elle doit se soumettre à un traitement de dialyse 2 fois par semaine. Malgré la maladie, le diabète, tu peux avoir le palud. L'insuffisance rénale, là, c'est par là que je fais la dialyse, avec l'aide d'une machine où il y a un rein artificiel. Après la dialyse, tu te lèves, tu rentres chez toi. Mais il y a d'autres maladies qui sont greffées à ça. Voilà 6 ans qu'elle a été diagnostiquée diabétique. Elle nous a confié que c'est sa famille qui l'a aidée à tenir le coup. Tous mes parents sont venus à l'aide. C'est comme ça que j'ai eu le courage. Quand je suis allée à Dakar, j'ai fait la fistule. J'ai commencé à me retrouver un peu. Asmaou Diallo, Ebola Chrono Plus, Conakry. Korkaba, nous venons de suivre ce portrait réalisé par Asmaou Diallo. Alors, quelles sont les causes du diabète ? Eh bien, le diabète de type 1 touche généralement les jeunes et puis il survient quand l'organe qu'on appelle pancréas est malade. Donc, dans l'organisme, c'est l'insuline qui assure la réglementation du taux de sucre. Et cette insuline-là est produite par le pancréas. Donc, quand le pancréas est malade, il y a manque d'insuline. Et quand il y a manque d'insuline, cela crée un désordre au niveau de la distribution du sucre dans l'organisme. Et donc, ce qui va créer une situation où on doit obligatoirement apporter de l'insuline. Ce qui fait que les personnes qui souffrent du diabète de type 1 doivent obligatoirement prendre des injections d'insuline tous les jours. Et le diabète de type 2? Voilà, le diabète de type 2, c'est le plus fréquent, environ 90% des diabétiques. Et en principe, c'est un diabète qu'on peut prévenir. Son apparition est favorisée par plusieurs facteurs qu'on appelle des facteurs de risque. Ce sont entre autres le fait d'avoir dans sa famille un diabétique, je parle bien de la famille proche, la consommation du tabac sous toutes ses formes, la consommation abusive de l'alcool, le manque d'exercice physique, l'excès de poids et l'obésité, le fait d'avoir de l'hypertension, et puis encore le fait d'avoir une alimentation qui est pauvre en fruits et légumes, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Alors, comment peut-on savoir qu'on a le diabète? Le diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète du patient jeune, lui, il apparaît brutalement. La glycémie est très élevée, la personne urine beaucoup, elle a tout le temps soif, et son appétit est augmenté, donc elle a une faim constante, elle mange beaucoup, mais malgré tout, ce qui est important, c'est que malgré le fait que la personne mange beaucoup, elle perd du poids quand même. Elle a un appétit qui est là, mais elle perd du poids. Et le plus souvent, elle est constamment fatiguée. On peut retrouver les mêmes symptômes chez la personne qui développe le diabète de type 2, mais là, les symptômes sont moins marqués. La glycémie est certes élevée, mais elle est modérément élevée. Ce qui fait que le malade peut vivre pendant des années avant qu'on ne découvre la maladie. Alors, quand vous êtes une personne à risque, c'est-à-dire quand vous fumez, quand vous ne faites pas d'exercice physique, ou bien quand vous êtes obèse, ou encore quand vous consommez des aliments sucrés, etc., quand vous présentez les facteurs de risque-là, il faut vérifier périodiquement sa glycémie pour savoir elle est à quel niveau. Et d'ailleurs, ces facteurs de risque-là, on doit les éviter. Korka, vous dites que le diabète de type 2 est le plus répandu et on peut vivre avec pendant des années sans le savoir. Alors, si on ne découvre pas le diabète, qu'est-ce qui va arriver? Si on n'arrive pas à découvrir le diabète très tôt chez la personne, on va s'acheminer vers les complications. Et d'ailleurs, écoutez ce qu'en dit le professeur Nabi Moussa Baldé. Il est le chef de service de diabétologie de l'hôpital Donka. On va avoir les artères qui vont aux jambes qui vont se boucher. On va avoir une gangrène
une plaie qui a du mal à guérir. On va avoir des artères qui vont au cerveau, qui vont se boucher, donc risque d'accident vasculaire cérébral, de paralysie de la moitié du corps. On va avoir les artères qui vont au cœur, qui vont se boucher, risque d'infarctus du myocarde. Il y a 2 autres complications qui sont très spécifiques du diabète, c'est l'atteinte des yeux. On sait que le diabète peut abîmer la rétine et entraîner de la cécité. Et puis, il y a aussi l'atteinte des reins. Le diabète peut détruire les petits vaisseaux qui vont aux reins et ces reins-là deviennent inaptes à produire l'urine pour enlever les toxines du sang. Et c'est ce qu'on appelle l'insuffisance rénale qui peut se terminer par la dialyse. Comment se fait alors la prise en charge? Le diabétique, c'est-à-dire quelqu'un qui a le diabète, doit voir un diabétologue, un spécialiste, qui en plus de lui prescrire des médicaments, va aussi l'aider à mieux connaître sa maladie pour pouvoir vivre avec elle. Parce qu'on a dit que c'est une maladie chronique, on vit avec toute sa vie. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire que le patient diabétique soit en contact permanent avec son médecin. Korkaba, c'est quoi le régime alimentaire d'un diabétique? La particularité de l'alimentation d'un diabétique, c'est son médecin diabétologue qui peut lui expliquer, lui interdire tel ou tel autre aliment en fonction des médicaments qu'il prend et en fonction du stade de son diabète. Merci beaucoup Korkaba pour ces différentes précisions. Participez au choix des sujets à traiter dans votre émission Ebola Chrono Plus. Un sujet de santé vous intéresse? Proposez-le nous au 624 19 78 64. Capsule nutrition avec le docteur Arsène du Programme alimentaire mondial PAM. Question du jour. Pourquoi espacer les naissances de 3 ans? En espaçant les naissances d'au moins 3 ans, la femme peut conserver toute sa santé et bien s'occuper des enfants. Elle peut allaiter l'enfant sans souci jusqu'à ce qu'il ait 2 ans. Ainsi, elle a le temps de récupérer avant d'être à nouveau enceinte. Espacer les naissances permet également de mieux s'occuper des enfants qui grandissent et surtout de diminuer les coûts liés au grand nombre d'enfants en charge. Pour espacer les naissances, le couple peut choisir une méthode de contraception adaptée en suivant les conseils du médecin, de la sage-femme ou d'une infirmière formée. Ebola Chrono Plus, l'invité du jour. L'application des principes de l'éthique et de la déontologie dans les structures de santé préoccupe les malades et parents des malades. Une situation qui suscite des interrogations sur les soins de santé en Guinée, qui sont rarement analysés du point de vue éthique, moral et déontologique. Pour en savoir plus, j'ai rencontré le professeur Hassan Ba, président de l'Ordre national des médecins. Il nous parle de l'éthique et de la déontologie. En Guinée, ne peut exercer la médecine qu'une personne qui est titulaire d'un diplôme de doctorat en médecine. Dans l'exercice du métier de médecin, est-ce que l'éthique et la déontologie font partie des outils de travail des médecins? L'enseignement d'abord de l'éthique est un enseignement structuré au niveau de la faculté de médecine. Nous avons intégré l'enseignement de l'éthique médicale au niveau des 2e années. Ensuite, la déontologie, c'est une matière enseignée aux étudiants de la 6e année. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces faiblesses qu'on rencontre dans certaines structures sanitaires? On se rend compte que de plus en plus, ces principes éthiques et déontologiques qui régissent l'exercice de la profession médicale ne sont pas respectés par la plupart de nos confrères. Est-ce qu'aujourd'hui, n'importe quel médecin peut se lever et ouvrir une clinique en Guinée? Pour ouvrir une clinique dans notre pays, il faut d'abord être médecin. Lorsque vous êtes médecin, la loi guinéenne dit également qu'il faut avoir la nationalité guinéenne. Et même les médecins étrangers qui viennent ici, avant de s'installer, le conseil de l'ordre des médecins de leur pays d'origine délivre une attestation pour dire que ces médecins ne font pas l'objet de poursuites judiciaires ou de sanctions dans leur pays. Maintenant, il y a d'autres conditions pour la clinique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir une clinique dans un appartement en chambre-salon. Que pensez-vous aujourd'hui d'un médecin qui ne s'occupe pas d'un malade en situation de détresse? Ce n'est pas normal. Un médecin doit s'occuper de malades. Notre maître Hippocrate disait « Je ne cherche pas à savoir qui tu es, d'où tu viens, de quelle religion tu appartiens, de quelle ethnie tu appartiens. Tu es malade, cela me suffit. » Donc, le médecin doit être toujours animé
par ses prescriptions hippocratiques. On a juré pour ça. Mais le respect pose problème. Le respect pose problème, mais il y a une part importante des médecins qui aujourd'hui sont tout à fait conscients et qui respectent ces principes éthiques et déontologiques. Donc c'est pour cette raison que je pense qu'il faut, au-delà de formation de sensibilisation, qu'il y ait la sanction. Des patients, des malades qui passent dans certaines cliniques, qui sont maltraités, quand ils viennent dans des CHU, à Kadonka ou à Niasdine, les médecins se rendent compte qu'ils ont été mal soignés. Lorsque ces cas-là sont avérés, il faut dénoncer. Tout médecin a l'obligation, lorsqu'il constate des cas de faute médicale avérés ou même de violence, a l'obligation de dénoncer au niveau du procureur de la République. Quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour réduire ce manque de discipline, ce manque de professionnalisme de la part de certains médecins aujourd'hui? Insister sur la formation, la sensibilisation. Deuxièmement, je pense qu'il faut sanctionner. Un médecin qui fait des manquements graves aux principes éthiques et déontologiques doit être sanctionné. Que ce soit dans les CHU ou bien dans les quartiers des cliniques, le plus souvent quand on vient, les médecins demandent d'abord de payer avant de vous prendre en charge. Pourquoi cela? Il faudrait que les Guinéens comprennent que la médecine n'a jamais été gratuite. Ça, c'est un fait. Donc, le fait de payer les honoraires des médecins, c'est tout à fait normal. Maintenant, lorsque vous venez à l'hôpital, vous êtes dans une situation d'urgence et le médecin dit « Ah, si vous ne payez pas, je ne peux pas vous prendre en charge », ce n'est pas normal. Le médecin doit d'abord prendre en charge le malade. Parce que si vous dites « Ah, si vous ne me payez pas, je ne prends pas en charge le malade », le temps d'aller chercher l'argent ou de trouver de l'argent, il peut mourir. Donc, il faut donner la priorité à la prise en charge du malade. Mais ce qui arrive souvent dans les hôpitaux publics, ils sont démunis. Il n'y a rien. On a fait une étude ici sur les états généraux de la santé. 70% du matériel utilisé dans nos hôpitaux est obsolète. Tout ça, ça pose des problèmes. Donc, il ne faut pas s'attaquer seulement à la relation singulière médecin-malade. Il faut voir le médecin dans son environnement. C'était le professeur Hassan Ba, président de l'Ordre national des médecins. Ebola Chrono Plus, à vous la parole. À présent, place aux questions des auditeurs avec vous, Sidibé Kondé. Bonjour. Bonjour Mohamed Ba. 2 messages sont sélectionnés pour la journée d'aujourd'hui. Le premier, quel est le rapport entre la consommation du manioc et la puissance sexuelle? Voici la réponse du docteur Moussa Fofana, il est généraliste. Maintenant, la relation avec la consommation du manioc, là, je ne saurais l'affirmer ni l'infirmer parce que je n'ai pas vu d'études scientifiques qui m'a notifié réellement que ça a un impact sur la performance sexuelle. Mais la performance sexuelle, ça dépend de la circulation au niveau des corps caverneux, c'est-à-dire ça, ce sont des éléments anatomiques qui se trouvent au niveau du sexe masculin, qui fait que plus la circulation est bonne, plus la partie des corps caverneux sont irrigués, plus l'intéressé peut avoir une performance sexuelle. Un autre message d'un Fali Kamara de Zérékori. Il y a une maladie qui chauffe les membres inférieurs des personnes âgées. Comment peut-on l'identifier et quel est son nom? Alors, Monsieur Kamara, l'érysipèle est le nom de la maladie dont vous parlez. Plus de précisions avec le docteur Kerno Mamadou Tunkara, il est dermatologue. En fait, l'érysipèle, communément appelée en milieu sous-foyer, c'est une infection bactérienne qui, dans la grande majorité des cas, se traduit par une augmentation du volume des membres inférieurs. Mais avant que cette augmentation de volume ne soit nette, il se trouve qu'il a fait d'abord la fièvre, frissonne, parfois on vomit. Et dans notre milieu, cela ressemble fortement à un paludisme. Sauf que cette fois-ci, c'est pas le palu, parce que le palu ne s'accompagne pas de cette augmentation du volume des membres. Est-ce qu'il est possible de soigner, docteur, cette maladie? C'est une pathologie qu'on traite et mieux vaut qu'elle soit traitée médicalement et cela a un prix, c'est une consultation précoce. Mais attention, lorsque certaines thérapeutiques, notamment les anti-inflammatoires, sont administrées ou bien lorsque les patients ne se présentent pas dans une structure de soins très tôt, les lésions peuvent évoluer et entraîner, si vous voulez, une nécrose de la peau. Pour simplifier, le tissu cutané va devenir noir et en ce moment, c'est la chirurgie qui devient le recours pour la prise en charge. Merci, docteur. À vous la parole, c'est tout pour aujourd'hui. Le 624 19 78 64 reste toujours ouvert pour vos questions sur la santé.
Merci Sidibé Kondé pour ces précisions. Ebola Chrono Plus, c'est terminé pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission sur YouTube, tapez Ebola Chrono suivi de la date de l'émission. La rédaction en chef est assurée par Afio Amata, la technique Mamadou Kone, assisté de Cabinet Sano. Ici, derrière le micro, Ba Mohamed. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouveau numéro d'Ebola Chrono Plus.